Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter quelques espèces qui m'ont intéressé l'an dernier. J'espère qu'elles vous intéresseront également. Donc je vous avais présenté l'an dernier cette espèce que j'avais trouvée dans mon jardin au mois de décembre 2024. Et donc j'avais déterminé avec la microscopie et la macroscopie comme Graphitipes forma cystidiatum. Alors nous avons fait la biologie moléculaire sur cette espèce et donc qui a confirmé donc la détermination micro et macroscopique qui avait été faite dans cette espèce que j'ai trouvée dans mon jardin, alors qu'elle a été décrite par les Espagnols sur la côte au bord de la mer. Voilà, cette espèce donc a des spores qui sont presque isodiamétriques. Alors on est dans le groupe de Rusticoides, donc ce sont des petits entolomes à lame décurrente, avec des spores qui sont presque isodiamétriques, un petit peu allongés, avec un rapport longueur-largeur de 1,2 environ. Et vous voyez des cystites qui sont vraiment, donc là c'est l'arête des lames, donc des cystites très nombreuses, donc très allongées, certaines étant avec des cloisons, comme on peut le voir ici, une ou deux cloisons, c'est ce qui est décrit dans la description originale. Donc eh bien, ce champignon, eh bien, je l'ai retrouvé cette année au mois de janvier, donc on attaque janvier 2025, et voici ce petit champignon, donc le diamètre là c'est environ 7 mm, hein, 1 cm de diamètre environ, toute petite espèce. Donc je l'avais trouvé au mois de décembre, je l'ai retrouvé donc cette année 2025 au mois de janvier, après quelques gelées, ma foi, mais enfin, dans mon jardin, dans un endroit qui est bien abrité. Et c'est quand même un petit peu étonnant de trouver cette espèce en plein hiver, alors qu'elle a été décrite sur les côtes espagnoles, quoi. Donc voilà pour ce Entoloma graphitipes, format cystidiatum. Alors bon, on est au mois de janvier, février, et puis on va retourner des morceaux de bois, évidemment, pour trouver eh bien, soit des aphyllophorales, soit, comme ici, un ascomycète qui fait partie des pyrénomycètes. Pyrénomycètes, donc ça veut dire que ce sont des petits champignons qui sont noirs en général et qui viennent donc en groupe comme ça sur le bois. Alors ici, c'est un champignon qu'on appelle une rosélinia, donc qui est défini par vous voyez, des petits champignons donc, qui font à peu près 1 mm, hein, c'est tout petit, même pas 1 mm de diamètre, et puis qui sortent du support vraiment, et qui ont ici un petit cône sur la partie supérieure, qui se termine généralement par un petit trou qu'on appelle l'ostiole, par lequel les spores du champignon vont être éjectés. Et ce qu'on peut voir ici en noir, ce qu'on appelle le subiculum, donc c'est un peu comme un mycélium qui relie tous ces petites péritès, là en fait, et donc qui sans doute est un organe nourricier pour ces champignons. Donc ces champignons sont des rosélinia, donc macroscopiquement ils ont tendance à tous se ressembler. Et donc voilà la microscopique, bon ça a été vaguement fait, pas pour montrer les spores, mais je voulais vous parler de ces petits éléments qu'on voit. Ici en fait on est dans le melzer, dans l'iode, et donc on a les spores du champignon, donc on est dans les xylariacées, hein. Ici il y a une fente germinative qu'on peut trouver par exemple également dans les hypoxylons, hein, qui sont de la même famille. Et donc ces spores font à peu près 20-25 microns de longueur, mais disons qu'il y a plusieurs espèces qui ont les spores de même longueur. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le bouchon apical, c'est-à-dire que c'est le bouchon qui se trouve au sommet des asques. Alors vous imaginez que les spores sont dans un asque, là, c'est donc une forme relativement tubulaire, hein. Donc l'asque contient les spores, et au bout de cet asque, il y a une espèce de petit bouchon qui va être éjecté de manière à ce que les spores puissent sortir de cet asque. Et alors ces petits bouchons là sont intéressants parce qu'ils permettent de déterminer facilement des espèces qui ont des spores analogues. En particulier ici, il y a une longueur qui fait à peu près 10 à 11 microns de long sur 5 microns de large, et donc c'est un signe Rosélinia corticium. Alors que par exemple Rosélinia britannica a des spores analogues, mais avec des bouchons apicaux qui font la moitié, qui font que 5 microns de long. Donc ça donne vraiment
un caractère très important et facile à voir, hein. Il suffit de faire la préparation dans le Melzer et ces bouchons apicots se voient très très facilement, hein, avec cette coloration bleue, donc amyloïde en fait, hein, coloration bleue dans le Melzer. Alors c'est pas une espèce qui est rare, hein, le corticium c'est relativement répandu. Alors ici on n'est pas au marché, hein, on est dans les bois, et ces petites fraises là sont des tout petits champignons qui sont des hypocréales en fait, donc c'est une famille très très complexe, et donc on est dans les nectriacées. Alors je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand on trouvait ces champignons un petit peu partout, sur le bois ou sur d'autres champignons, on appelait ça Nectria cinnabarina. Et puis il y a nos amis, donc Le Chat et Fournier, qui sont mis à travailler un petit peu ces genres-là, et qui ont décrit, il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait une dizaine d'années, hein, tout juste, et ils ont décrit de nouvelles espèces, en particulier celle-ci, là, donc ces tout petits champignons qui font moins d'1 millimètre, hein, c'est tout petit, et ils poussent ici sur un Pyrénomycète. En fait, ce Pyrénomycète, c'est un diatrype qui pousse sur chêne, qui s'appelle diatrype quercina. Et ce champignon donc, va parasiter le diatrype quercina lorsque les conditions sont bonnes, c'est-à-dire quand le Pyrénomycète en dessous est bien humide en fait. Et donc vous voyez, on voit un petit champignon donc, qui est arrondi avec la face supérieure elle est un petit peu pointue, et puis ici, eh bien, il va s'ouvrir pour libérer les spores. Donc voilà, quand le champignon est bien mûr, évidemment, il est complètement éclaté par la face supérieure, et donc ça permet de libérer les spores. Et donc, au microscope, les spores de ce petit champignon sont un petit peu elliptiques, appointis de chaque côté, avec une cloison médiane. On peut voir 2 gutules, et on peut voir qu'ici, la surface n'est pas lisse, hein, mais elle est légèrement ponctuée. Et donc, ce champignon s'appelle Dialonectria diatrepilicola. Donc, ça veut dire qu'il pousse évidemment sur diatrype. On est dans la famille des Nectriacées, et donc il y a un genre qui a été créé qui s'appelle Dialonectria, donc c'est un genre, je vous ai dit, qui a été créé dans les années 2016-2017, donc c'est très récent. Et donc en fait ces champignons sont relativement, se développent sur une espèce bien déterminée. Il y a d'autres diatrypes, par exemple, diatrype bullata ou diatrype stigma, qui ont un autre Dialonectria qui s'appelle Diatripicola, hein, donc qui est très proche de celui-là, mais qui est une espèce différente. Donc depuis une dizaine d'années, donc on sait différencier par rapport au support donc ces différentes espèces. Donc ici, toujours au printemps, donc on retourne des morceaux de bois pour trouver des champignons. Et ici, voici des tout petits ascomycètes. Donc quand on grossit un peu, donc on voit des ascomycètes avec une face extérieure qui est couverte de poils, et il est généralement stipité. Quand on le frotte un petit peu, il va devenir un petit peu crème rosâtre. Donc bien, ce groupe d'ascomycètes, on est dans les lacnum, merci, tout à fait. Et donc ce lacnum là poussait donc sur des branches au sol, et donc des branches de rosacées en fait. Et donc ce champignon, donc tous ces lacnums, il y a à peu près une trentaine d'espèces hein, qu'on peut pas déterminer macroscopiquement, donc il faut faire la microscopie. Alors les spores, elles sont, ici on en voit des spores, sont des petits bâtonnets en fait, qui font à peu près 7, 8, 9 microns de long, et puis 1,5, 2 de large. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces poils, qui sont des poils qui sont un petit peu gonflés à l'extrémité, on les appelle subcapités, et surtout, on voit ils sont incrustés sur la longueur, et puis il peut y avoir 1 ou 2 cloisons. Ce qui est intéressant de voir aussi, ce sont les paraphyses, des paraphyses qui sont lancéolés, et surtout qui possèdent à l'intérieur des petites vacuoles qui sont brunâtres. Et donc ce champignon s'appelle Lacnum fasciculare. Donc voilà, donc il pousse sur des rosacées en fait, et c'est comme ça qu'il avait été décrit, ce fasciculare. Donc il pousse sur Crategus, hein,
et il y a un autre lacnum qui a été appelé lacnum crategui, et qui est sans doute la même chose que fasciculare. Mais c'est comme ça qu'il avait été décrit, donc en poussant sur des cratégus. Donc ici j'ai pris cette photo sans doute parce que c'était peut-être le premier champignon à lamelles que je voyais dans l'année. L'année 2025, au moins en Île-de-France, a été très très sèche. Et donc on est peut-être déjà au mois de juin et on n'avait pas vu beaucoup de champignons encore. Donc sur un tronc un petit peu qui était couché, enfin qui était au sol, voici donc un champignon, sans doute vous allez reconnaître ce genre, autour des foliotes, sauf qu'on voit que sur le chapeau, on a des petites squames hérissées, pointues, donc on est dans la famille des Flammulastères. Et celui-ci, c'est sans doute le Flammulaster le plus commun, qui s'appelle Flammulaster... Non, presque. Muricatus, oui. Alors bon, ce qui est intéressant dans les Flammulastères, c'est de regarder sur la cuticule. Ici, on va avoir une cuticule avec des éléments qui sont subglobuleux, alors que dans beaucoup de Flammulastères, on a des éléments qui sont un petit peu en boudin, hein, des éléments qui sont allongés. Et puis alors, évidemment, il faut mesurer les spores, et puis ici, les cystites sont légèrement capités ou un petit peu clavés, quoi. Donc ce Muricatus, oui, c'est sans doute le Flammulaster le plus répandu qu'on peut trouver. Ben ici, toujours un petit peu au printemps, peut-être au début de l'été même, il n'y avait pas beaucoup de champignons à lamelles, donc il faut retourner les morceaux de bois, et souvent, donc à la face inférieure du bois, on peut trouver ces mycénoïdes là, qui sont en fait des hémimycénas. Et donc souvent on arrive à voir des petites gouttelettes d'eau qui se trouvent à la face inférieure dans les lamelles. Ça veut dire que les gouttelettes d'eau sont accrochées par des éléments microscopiques. Et donc au microscope, on va trouver des petits éléments comme ça, des poils qui sont tous capités, hein, avec un pied qui peut être un petit peu sinusoïde comme ça ou assez droit. Mais ce qui est important, c'est de voir, aussi bien sur la cuticule, sur le pied que sur les lamelles, on va trouver ce genre de cystide. D'où le nom de cette hémimycéna qui s'appelle Cephalotricha. Alors il y en a une autre qui est sans doute plus commune et puis qui montre aussi des gouttelettes sur les lamelles qui s'appelle Hémimycéna tortuosa. Mais tortuosa a des poils qui sont en tire-bouchon, réellement. Et puis les spores sont différentes. Dans tortuosa, on a des spores qui sont plus ou moins rectilignes, alors qu'ici les spores sont dites citriformes, c'est-à-dire globuleuses avec les deux extrémités qui sont un peu étirées. Bon, c'est pas une espèce rare, mais il faut la trouver, elle est toute petite, hein. Et elle pousse souvent soit sous l'écorce ou à la face inférieure des branches qui sont à terre. Ici, un tout petit champignon qui m'a posé problème. Donc on voit une face, la face externe, supérieure, qui est toute lisse, et puis en dessous, sur le côté, là, on s'aperçoit que, eh bien, c'est plein de poils, et même un tout petit qui poussait en haut, là. Et donc on voit, il n'y a pas de lamelles, il n'y a pas de pores non plus, donc on peut penser qu'on est dans le groupe des ascomycètes. Alors, eh bien, il faut absolument faire la microscopie, parce que le champignon ici, ça fait 1 mm, 2 mm de diamètre, hein, donc c'est pris sous la binoculaire, évidemment. Donc c'est tout petit, et cette photo, ce qui m'avait intéressé, c'est de prendre surtout de voir ces poils qui sont très très allongés, qui font 150 à 170 microns, hein, c'est-à-dire 1/5, 1/6 de millimètre, c'est-à-dire, c'est pas étonnant que même sous la loupe, on pouvait voir ces poils. Et puis, donc ce sont des poils qui sont très très effilés, avec des cloisons, et puis donc des parois qui sont plus ou moins épaissies. Ici, on voit les asques, donc les asques avec les bispores ici, et donc les spores qui sont à l'intérieur des asques. Donc ce petit champignon m'a posé problème pour le déterminer. Quelqu'un a une idée, non? Et donc j'avais une conversation avec notre ami Angelo Mombert, qui devient maintenant en France un spécialiste des ascomycètes, et il m'a dit, regarde du côté des Siborinia. Et donc je me suis dit, oui d'accord, ok. Donc j'ai regardé du côté des Siborinia, et je suis tombé sur Siborinia bresadola. Donc c'est une espèce là, qui poussait sur un bois vraiment très très décomposé,
Alors bon, on était encore au printemps, donc j'étais en train de chercher des aphilophora, enfin des champignons variés qui peuvent pousser sur le bois très décomposé. Parce que c'est vrai qu'au début de l'année 2025, qui a été une année très sèche pour nous, mais en 2024, on avait eu beaucoup d'eau, ce qui fait que les bois avaient été bien mouillés. Et donc en début d'année de l'année dernière, eh bien, on trouvait beaucoup de champignons sur le bois, en retournant le bois, les bois qui avaient été détrempés énormément. Alors ce Ciborinia, bah, c'est une espèce qui est relativement rare, hein, il y a peu de récoltes connues, et j'avoue que bon, bah, cette espèce, je ne l'avais jamais vue. Et puis une dizaine de jours plus tard, juste à côté de chez moi, eh bien qu'est-ce que je retrouve? Eh bien cette espèce que j'ai pu déterminer tout de suite sur le terrain, puisque c'était la même espèce que j'avais trouvée 10 jours avant. Alors je fais de la mycologie depuis 40 ans, je n'avais jamais vu, et puis là je la trouve 2 fois en 10 jours, mais c'est ça le hasard, des fois ou la chance. Et je croyais que les champignons poussaient ici sur un fruit quelconque, et en fait, c'est pas un fruit, il pousse sur un sclérote, effectivement. Donc un petit sclérote noir que je n'avais pas vu dans la première récolte. Peut-être que le sclérote était enfoncé dans le bois et en prélevant le champignon, le sclérote s'est cassé, ou bien peut-être qu'il n'y avait pas forcément de sclérote parce que le champignon avait suffisamment de quoi se nourrir sans avoir un sclérote au pied. Voilà, cette toute petite espèce. Alors, vous voyez, le chapeau, là, ça fait 1 millimètre, 1 millimètre et demi. Alors on va passer du tout petit au tout grand presque. Ici donc, alors je me rappelle de la date puisqu'on était au début août et donc on avait une poussée pour le premier lundi d'août ici, en région parisienne du moins, sans doute qu'on avait eu un peu d'eau les 15 jours, les 2-3 semaines précédentes, et il y avait beaucoup de bolets qui poussaient. Et j'avais envoyé des mails à la plupart d'entre vous, là, des gens de la région parisienne, en leur disant bah, si lundi vous voulez voir une belle exposition de bolets, vous pouvez venir à la SMF. Donc il y avait quelques-uns aussi qui avaient ramené des bolets. On avait exposé 24 espèces différentes de bolets. Alors vu que les bolets poussaient, j'étais allé dans mes endroits un petit peu où je trouve des bolets, disons, un peu plus rares. Donc ici un bolet avec des pores qui sont jaunes, hein, qui deviennent un petit peu verdâtres, parce que les spores vont commencer à verdir les pores. Ici, on a un pied qui est trapu, hein, qui est jaune, avec un réseau jaune. Et puis dans les morsures, on voit que, en fait, dès qu'on le touche, il bleuit, il noircit très vite, et puis après, ça rougit. Hein, ici, dans les morsures. Alors après, le champignon va prendre des couleurs un petit peu verdâtres, un petit peu couleur bronze, des couleurs vraiment sordides, hein, pas très belles, grisâtres et tout. Et donc ce gros bolet très lourd s'appelle Boletus torosus. On l'appelle maintenant Imperator torosus. C'est une espèce qui n'est pas très commune de par la France, mais bon, c'est un calcicole, évidemment thermophile. Hein. Mais maintenant, donc en Île-de-France, sur nos terrains très calcaires, par endroits, bon, cette espèce est relativement commune et on la voit tous les ans à différents endroits. Alors ici, une photo qui n'est pas très réussie, mais enfin que j'avais trouvé intéressante. Donc là, j'étais dans les Ardennes belges, chez mes amis belges, pour les journées mycologiques qui se font donc dans les Ardennes. Donc on était dans un endroit très humide, puisque ici, vous reconnaissez, des sphènes. Donc on était dans les sphènes. Normalement, on trouve plein de champignons dans ces sphènes, mais bon, la Belgique, c'est comme la France, c'était très sec fin août. Et donc, on n'avait pas de gros champignons. Et donc, je suis tombé sur ces tout petits champignons qui font 1 ou 2 mm de diamètre. Et donc, la photo, elle est comme elle est, mais bon, on en voit quand même quelques-uns qui sont assez bien visibles, avec la face externe qui est furfuracée ici. Et puis, donc, à l'intérieur, on voit l'hyménium qui est tout jaune au départ, et puis après, qui prend des colorations un petit peu violettes. Donc, bien, ce champignon est parasité en fait les sphènes, donc il n'y avait pas 2 exemplaires qui étaient dans le même plan, et puis pour photographier, eh bien, c'était tout bouillasseux, donc c'était pas facile de poser l'appareil photo, le pied et tout ça ne tenait pas vraiment. Mais enfin bon, alors sur le terrain, eh bien, quand on voit ça, on se dit, eh bien, ça ressemble beaucoup à un Ascobolus ou un Saccobolus, hein, on est dans ces genres-là.
Alors bon, quand on fait de la culture de champignons, des ascobolus, on en voit beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ascobolus qui sont coprophiles. Et ici, simplement, l'espèce était parasitée. En fait, les feuilles de sphène. Donc on voit ici des feuilles de sphène qui commencent à être un peu marron, donc qui souffrent un petit peu de la sécheresse sans doute. Et c'est là-dessus que poussait cette ascomycète. Alors au microscope, on va trouver des spores qui sont violacés, hein, c'est la couleur qu'on voit là, un petit peu violacé, un petit peu plus marron en vieillissant. Et puis ces spores sont pas lisses, mais on voit des petits tirés comme ça, qui ont tendance un petit peu à s'allonger, puis après à avoir des lignes presque qui prennent toute la longueur de la spore en vieillissant. Donc ces spores viennent un petit peu marron violeté en vieillissant. Donc cet ascobolus s'appelle Foliicola, donc qui aime les feuilles, hein, donc c'est pas une espèce commune, enfin c'est une espèce sans doute qui demande beaucoup d'humidité et qui pousse dans des endroits très très humides, mais donc on a, en région parisienne, on n'a pas la chance d'avoir des terrains très très humides avec beaucoup de sphènes comme ça. Mais il doit pousser sur feuilles ou sur endroits très humides. Bah ici on était toujours dans le même coin, donc on voit qu'il y a des sphènes ici, et on était sous les aulnes, et donc un petit champignon avec des lames assez écartées qui sont violetées, un reflet violet dans les lamelles. Donc le chapeau présente des petites squames crème, un peu jaune doré parfois, qu'on retrouve aussi dans le haut du pied ici, là. Et donc sous les aulnes, on trouve ce petit cortinaire qui s'appelle Cortinarius helveloides. Alors c'est pas une rareté, hein, dans les endroits humides où il y a des aulnes, eh bien, on va trouver ce petit cortinaire. Il est assez facile à déterminer sur le terrain, je pense qu'il n'a pas beaucoup de champignons qui lui ressemblent vraiment, hein, il n'y a pas beaucoup de cortinaires dans ce groupe-là, donc voilà ce helveloides. Donc retour en Île-de-France, j'étais en forêt de Fontainebleau, et donc ici c'est une branche de chêne qui faisait environ 10 cm de diamètre, et sur lequel j'ai vu cet aphiloforal qui poussait donc directement sur le bois au sol. Donc on voit que la face inférieure est hydnoïde, hein, ce sont des dents qui sont assez serrées et qui peuvent être assez longues. Et puis la face supérieure, eh bien, elle est, ma foi, relativement poilue, hispide, là. Donc le champignon pousse au début, il est tout blanc, et ensuite il va prendre des couleurs un petit peu ocracées, orangées, saumonées même, et puis il va finir tout brun à la fin. Alors ce champignon, vous l'avez ici en exposition, parce qu'on l'a gardé, alors il est vraiment bien brun, hein, comme il finit à la fin. Donc c'est un champignon en fait qui était, on peut donner son nom, il s'appelle Donkia pulcherrima. Alors pour ceux qui reçoivent le bulletin de la SMF, eh bien vous devez vous en rappeler, un article est paru dans le dernier bulletin de la SMF sur ce Donkia pulcherrima qui s'appelait avant Climacodon pulcherrima. Alors c'est une espèce qui était plutôt tropicale ou du moins subtropicale, qui est apparue, je crois que la première récolte française, enfin l'article dira mieux que moi, la première récolte est apparue dans le Var il y a une cinquantaine d'années, et puis l'espèce s'est répandue dans le sud de la France. On l'a vu remonter assez doucement, on peut dire, autour des dernières décennies. Et puis depuis 3 ou 4 ans, donc on la trouve dans le sud de l'Île-de-France, puisqu'elle a été trouvée à Fontainebleau, mais il y avait déjà 2 ou 3 récoltes qui avaient été faites avant celle-ci que j'ai faite donc cette année au mois de septembre. Et il y avait des récoltes, il y a 2 ou 3 récoltes dans la forêt de Villefermois, donc vers Melun. Donc ça veut dire que l'espèce se trouve maintenant dans le sud de l'Île-de-France, et puis elle risque de continuer sa course vers le nord à la faveur du réchauffement climatique. Ah, ici un polypore que j'ai trouvé dans l'Essonne, sur un bois qui était sans doute un peuplier bien dégradé. Donc voilà ces pores donc, qui sont très déchiquetés. Il y a environ 3 ou 4 pores par millimètre. Hein. Vous savez, pour les polypores, c'est important de connaître le nombre de pores qu'on peut trouver par millimètre. Ça permet de différencier certaines espèces.
Et donc, ce champignon, donc, au micro, va nous montrer des cystides qui sont avec des parois épaisses, comme on peut le voir ici en haut. Je manque un peu de pile là sur mon truc. Donc des parois épaisses, et puis vous voyez des cystides qui sont encapuchonnés, enfin qu'on peut appeler des lamprocystides, certains les appellent pseudocystides. Et donc eh bien, des pourrets qui ont des cystides comme ça, il n'y en a pas beaucoup, on va tomber dans le genre des Yugunia. Et cette espèce donc s'appelle Jumuna fimbriatella, on peut dire s'est appelée, parce que maintenant elle est versée dans les Stecherinum. Elle s'appelle Stecherinum fimbriatellum. Alors j'ai eu du mal à déterminer ce champignon parce qu'en fait il n'est pas très... on le trouve dans pas beaucoup d'ouvrages en fait. Dans le gros ouvrage de Berniccia, il n'est que cité. Bon, il n'est pas dans les champignons de Suisse non plus. Comme c'est un polypore, eh bien, il a été décrit dans les champignons de Bernard Ivoire, dans les polypores de France et d'Europe, sous le nom de Yugunia. Mais depuis quelques années, à peu près une dizaine d'années, il est versé dans les Stecherinum. Alors vous allez me dire, les Stecherinum, normalement, ce ne sont pas des polypores, hein, ils sont considérés dans les cortifiés, mais la biologie moléculaire, eh bien, a quasiment réuni ces deux genres-là, hein, les Yugunia donc, qui sont porés et les Stecherinum qui ne sont pas porés, qui sont souvent hydnoïdes même, hein, avec des petits aiguillons. Donc eh ben, c'est la biologie moléculaire des fois qui nous amène vers des choses que la macroscopie ne nous ferait pas penser du tout, effectivement. Et donc, si on prend ce Stecherinum fimbriatum, qui lui ressemble un peu, c'est sûr qu'on voit tous ces rhizoïdes là, qui sont importants sur le bord, sauf qu'ici, eh bien, on n'a pas un poré, hein, ce sont des petites aspérités, hein, comme s'il était un petit peu hydnoïde, comme on dit, c'est-à-dire avec des petits aiguillons. Eh bien, ici, le Stecherinum fimbriatum, qui était vraiment un Stecherinum bien connu, eh bien, ne fait plus partie des Stecherinum et s'appelle maintenant Heterodon fimbriatum. C'est-à-dire qu'il tombe même assez loin en biologie moléculaire, il est assez loin des Stecherinum. Et Heterodon, donc c'est un nom qui avait été donné, qui a été repris, hein, c'était un nom qui existait il y a déjà un siècle environ. Donc c'est pour dire que la biologie moléculaire, eh bien, nous amène vraiment des fois dans des trucs auxquels on ne pourrait pas penser, évidemment. Ici, pour faire un petit peu plaisir à Patrice, donc, j'ai mis donc, un inocibe que j'avais trouvé à peu près au même endroit où j'ai trouvé le champignon précédent, le Stecherinum. Là. Il était en bord de route sous des noisetiers. Alors, il n'y avait vraiment que des noisetiers à cet endroit-là, donc c'était vraiment sous noisetier. Donc un champignon qui est un petit peu poudré sur le tiers supérieur du pied. Et ici, les jeunes champignons ont un chapeau complètement lisse, glabre, puis en vieillissant, il a tendance à se desquamer, hein, à avoir une partie du champignon donc, qui se soulève ici sur le bord. Donc il présente toujours un disque un peu plus foncé, un peu plus marron que la marge qui reste plus jaunâtre. C'est comme ça qu'il est décrit. Alors à la microscopie, je dirais presque heureusement, enfin on est content de trouver des spores qui sont bosselés. Hein, ici, on arrive à avoir 6 ou 7 bosses, donc on est dans ce qu'on appelle les goniosporés. Et on est content souvent parce qu'il y en a moins que dans le groupe où il y a des spores lisses. Et donc, on voit des cystides qui sont un peu lagéniformes ici, donc avec des cristaux, effectivement, hein, des cystides méthuloïdes avec des parois relativement épaisses, 2 microns. Et donc, eh bien, en fouinant, en cherchant dans les clés, j'étais donc arrivé à inociber Putilla. Donc ce Putilla, eh bien, il n'y a pas beaucoup de descriptions complètes de ce champignon, mais les 2-3 descriptions que j'ai pu trouver, eh bien, il était cité sous noisetier. Là, j'étais vers la forêt de Villefermois, dans un sentier où je pense que les sangliers étaient passés un petit peu. Et il y avait des petits cailloux blancs comme ça qui dépassaient, comme ici, là. Et j'ai vu le dessus je pensais que c'était un caillou, et puis quand même,
quelque chose m'a dit que c'était peut-être pas un caillou. Donc en grattant un peu, j'ai réussi à sortir cet exemplaire, et puis après un deuxième, et puis un troisième, un quatrième, qu'on ne voyait pas du tout, mais qui était à 1 centimètre sous la surface de la Terre. Hein. Donc ils étaient vraiment hypogées, évidemment, mais vraiment près de la surface. Et je pense qu'ils ont tendance à remonter un petit peu en mûrissant. Donc là, on voit une partie jaune, en fait, c'est un champignon parasite qui l'attaque, qui n'a rien à voir avec le champignon. Par contre, ici, en coupant, eh bien, on va voir une surface qui est avec des logettes. Donc, non, je voulais vous demander, est-ce que vous avez une idée de la forme des spores qu'on va trouver dans ce champignon-là? Je ne dirais pas ce que je peux payer le champagne à celui qui trouve. Hein. Alors, on va regarder les spores. Voilà les spores dans l'eau. Donc, ce sont des spores qui sont jaunes, un petit peu marron, on pourrait dire dorés presque. Et alors qui présentent, c'est incroyable, des petits cônes comme ça. Je ne vous dis pas, quand j'ai fait la micro, je ne m'y attendais pas du tout, évidemment, on ne peut pas s'attendre à avoir des spores comme ça. Et donc c'est vraiment absolument magnifique. Et je me suis dit, bon, avec des spores comme ça, je vais prendre un bouquin des champignons hypogées et je vais trouver très vite. Hein, parce qu'avec des spores comme ça, on pense qu'elles sont à peu près uniques. Donc voilà, donc, alors en fait, c'est un basidiomycète, parce que dans les champignons hyposés, évidemment, on a des ascomycètes et des basidios. Ici, c'est un des basidios. Le champignon était très mûr, donc j'ai pas vu les basides qui sont normalement bisporiques. Mais il y avait des spores partout, et puis bon, j'étais tellement étonné à voir ces spores que je regardais les spores et je regardais plus les basides. Alors, il s'appelle Octavianina astérosperma, il s'est appelé longtemps Octaviana astérosperma. Alors il y a plusieurs espèces qui existent en fait avec des spores relativement semblables à celle-là, moins belles que celle-ci quand même, mais qui sont beaucoup plus rares que ça. C'est l'espèce vraiment qui est la plus répandue. Donc astérosperma, sperma évidemment ce sont les spores, et puis astéro, eh bien oui, ça ressemble à un astéro, un soleil, vraiment c'est magnifique. Et puis alors, je me suis dit, mais champignon, ce nom-là me dit quelque chose. Et en réfléchissant, en prenant quelques vieilles fiches, je me suis aperçu qu'il y a une quarantaine d'années, alors que je ne faisais pas de microscopie, j'avais déjà trouvé à côté de chez moi ce champignon-là, sous un chêne. Et donc, je ne faisais pas de microscopie encore à l'époque. Et je l'avais donné à un ami, Nando Martelli, qui est un excellent mycologue, qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que tu me donnes un gland moisi, là? Je dis, écoute, oui, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un champignon. Il me dit, ah bon. Et lui, évidemment, il l'a passé au microscope. Après, il me dit, je te remercie de m'avoir donné ton gland moisi parce que j'avais jamais vu des spores comme ça. Donc, effectivement, il était content. Donc, c'est ma deuxième récolte d'un champignon qui n'est vraiment pas commun. Enfin, comme tous les hypogées, il faut les trouver, évidemment, ils sont sous terre. Donc, il faut avoir un peu de chance. Là, on était dans le Cantal. Et donc on avait trouvé, en fait on cherchait des hygrophores, c'était un endroit où il y a quelques pins, et puis il y avait beaucoup d'herbes, des herbes qui étaient assez hautes, mais on connaissait l'endroit pour des hygrophores. Donc on cherchait ces hygrophores, mais il faisait un petit peu sec, on ne trouvait pas vraiment grand-chose. Donc on a commencé à trouver ce premier spécimen. Bon, j'ai laissé in situ en disant on va faire une photo, on va essayer d'en trouver d'autres, et bon, on en a trouvé un deuxième. Alors ici, on voyait un petit reflet un petit peu rosé dans les lamelles. Donc on s'est dit, oui, ça pourrait être sans doute un antholome. Et puis après, en réfléchissant un peu, et puis en voyant surtout la surface de celui-là, qui a tendance à faire, vous voyez, des stries concentriques. Et donc on s'est dit, non, ça va peut-être pas être un antholome, ça va peut-être être un rhodocide. Et effectivement, c'est un rhodocide qui s'appelle rhodocide celata. Alors, ce n'est pas une espèce très répandue, mais néanmoins, elle pousse vraiment dans des endroits très différents. Moi, j'ai trouvé dans la litière de conifères, d'épicéas en montagne. Et puis, je sais qu'elle pousse sur le littoral, dans le sable, sous les pins, sans doute. Donc, son écologie n'est pas... Je ne sais pas si quelqu'un peut préciser l'écologie de ce champignon, mais je l'ai trouvé 3 ou 4 fois, et dans des endroits vraiment très différents. Donc là, on était sous les pins, donc voilà, Rhodocide celata. Ici, une espèce on était toujours dans le Cantal, et puis on s'est amusé à faire cette photo, en fait, parce qu'il y avait plusieurs sorties, et il y a une sortie
dont les participants disent on a trouvé des dizaines de ce bolet-là. Ah bon? Alors pour les gens qui habitent en région parisienne, bah, c'est un champignon qu'on ne connaît pas vraiment, hein, parce que je pense que j'ai jamais vu en région parisienne. Donc ce champignon donc, a une couleur rouge assez particulière, hein, un petit peu framboise, groseille, enfin ce rouge là qui est assez vif. On va trouver des pores qui sont jaunes et qui vont rester jaunes. Ici, on a un pied qui est jaune avec un réseau qui est à peine visible parce qu'il est concolore, il est jaune. Hein. Donc, un pied jaune avec un réseau jaune, ça veut dire qu'on est dans le groupe des appendiculati. Celui-ci a tendance à pas bleuir, hein, pas bleuir énormément du moins. Et donc, il s'appelle Boletus regius, oui, qu'on appelle maintenant Butyriboletus regius. Alors, si je vous ai montré cette photo, c'est parce que, bon, d'abord, j'ai pas beaucoup de bolets dans la projection, et puis, c'est surtout pour parler un peu de sa répartition. Parce que, bon, c'est une espèce sans doute thermophile, hein, qui aime bien la chaleur, et je pense qu'il est acidophile un peu, hein, qu'on va trouver plutôt en terrain non calcaire. Hein. En particulier, on le trouve facilement sous les châtaigniers, hein, dans le centre de la France. Et ce champignon est connu à peu près jusqu'à Orléans, si vous voyez, au niveau de la Loire. Et d'après mes connaissances, on ne le rencontre pas au nord de la Loire. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que le réchauffement climatique va changer ça, mais il est bizarre de voir qu'on le trouve assez facilement dans pas mal de régions, donc au sud de la Loire, hein, pas très loin même d'Orléans, où il y a des forêts où il est assez commun, du côté de Bois, par là-bas. Et donc, la répartition de ce bolet, enfin jusqu'à preuve du contraire, hein, donc, se trouve au sud de la Loire. Ici, on est toujours dans le Cantal, et pour les gens qui viennent de la plaine, on aime bien voir ces petits champignons qui poussent en quantité sur du bois qui est pourrissant, en fait. Donc, ce petit champignon fait des colonies, des fois, assez énormes. Hein. Donc, on voit des lamelles décurrentes, hein, donc on est dans les amphales, évidemment, avec un petit chapeau qui se creuse au centre, et puis la marge, enfin, il est strié quasiment sur la totalité du chapeau. Donc, évidemment, on est dans les omphales, et plus exactement dans les xeromphalina. Ici, Xeromphalina campanella. Alors, il y a une autre Xeromphalina qui est relativement commune en montagne, qui s'appelle Coticinalis, et qui pousse plutôt dans la litière, plutôt sur le sol, et qui est amère, enfin, qui a vraiment une saveur. Celle-ci est complètement douce, alors que l'autre est vraiment, amère, très désagréable. Sans ça, macroscopiquement, elles se ressemblent beaucoup, ces deux Xeromphalina. Ici, un petit champignon hein, qui fait 1 cm, 2 cm de diamètre, qu'on a trouvé aussi dans le Cantal. Et donc, ce qui est remarquable, c'est de voir ici les poils qui sont très très clairs, qui sont blanchâtres, et puis qui vont devenir un petit peu gris, qui vont finir gris-brun, comme ici. Et donc, ce petit champignon qui peut pousser carrément fixé par le dos, comme ceci ici, ou alors avec un pied qui est le prolongement du chapeau, hein, on peut dire qu'il a un chapeau un peu spatuliforme, en forme de spatule. Donc on est dans le groupe des soit Rhizopinatus, soit Oenbuelia. Hein, les Oenbuelia, généralement, ont une couche gélatineuse qui n'est pas présente ici, donc effectivement, on est dans les Rhizopinatus. Alors, Consiglio et Setti, donc des Italiens, ont fait une monographie il y a 6 ans environ sur les Oenbuelia, les Rhizopinatus. Donc ils ont essayé de rassembler un maximum de matériel et de faire la biologie moléculaire sur tous les exemplaires qu'ils pouvaient trouver. Et donc ils avaient vu que Pierre Roux, dans son bouquin des 1001 champignons, avait fait une espèce qu'il appelait Rhizopinatus implicatus. Ils ont demandé donc à Pierre Roux de leur donner un lexicatum de l'espèce qu'il avait figuré dans son livre, de manière à faire la biologie moléculaire. Et donc Pierre Roux l'avait appelé Rhizopinatus applicatus. Et en faisant la biologie moléculaire, eh bien, ils se sont aperçus qu'en fait il y avait 2 espèces qui étaient vraiment très proches,
comme auprès d'Applicatus, et donc ils ont rebaptisé celle-ci Resupinatus rouxi, donc ils ont dédié à Pierre Roux, donc cette espèce. Alors il y a d'autres Resupinatus évidemment qui ressemblent. Il y en a un qui a des poils très noirs ici, qui s'appelle Trichotis, hein, mais seulement ici on voit que les poils ont tendance à venir très loin, presque jusqu'à la marge. Hein. Ici on le voit aussi, hein, les poils viennent très très loin, alors que dans Trichotis, les poils se cantonnent à l'attache, juste autour de l'attache du champignon, hein, quasiment sur le pied, quoi. Donc alors ce rouxi là a des spores qui sont légèrement inférieurs. Ici on a des spores qui sont globuleuses, qui doivent faire 5-6 microns, alors que dans l'autre champignon qui était Plicatus, a des spores qui vont jusqu'à 7. C'est très très proche, hein, et c'est vraiment la biologie moléculaire qui a permis de les séparer. Alors aussi retour donc en Île-de-France, j'ai trouvé ce tout petit champignon donc sur du bois complètement pourri. Donc souvent quand on trouve des petits champignons là, dont le diamètre fait 1 cm ou moins, on pense à Clitopilus opsoni par exemple. Mais opsoni qui est très commun et souvent beaucoup plus poilu sur la marge, alors qu'ici on voit que bon, c'est velouté sans plus, quoi, ce ne sont pas des poils très très allongés. Alors on voit qu'il y a un petit reflet rose là, donc c'est pour ça qu'on pouvait penser à un Clitopilus, mais en fait en faisant la microscopie, eh bien c'est pas un Clitopilus mais c'est un antholome, et cet antholome s'appelle Albotomentosome, donc eh bien oui il est tomenteux, bien blanc et tomenteux sur le dessus. Alors cette espèce n'a pas de cystide, et donc elle est un peu sosie d'un autre antholome qu'on appelle Jani, qui pour moi est plus commun que cet Albotomentosome. Jani a des cystides, donc ils sont assez faciles à séparer. Alors celui-ci est figuré dans le premier tome des antholomes de Nordelos, alors que Jani est dans le deuxième tome. Mais bon, d'après mon expérience, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'expérience de ces antholomes, mais je pense que Jani est plus répandu que l'Albotomentosome. Guillaume, non? Non. Donc ici, on était à Belém, et on nous a amené ce magnifique petit champignon omphaloïde, donc vous voyez, avec des lames bien décurantes, un chapeau, enfin une jolie couleur orangée. Ici, c'est pas très gros, hein, ça fait la largeur fait 1,5 cm, hein, le champignon est pas très gros. Et donc, la personne qui nous l'a amené avait amené de la terre avec, et sur la terre, il y avait cette plante ici qu'on voit là, qu'on revoit ici. Alors, sans être vraiment très grand botaniste, on peut dire que cette plante est une hépatique, oui. Et elle s'appelle Marchantia polymorpha. Et donc ce champignon vient donc, on peut dire en parasite, en tout cas vient sur cette hépatique. Et donc les hépatiques généralement poussent dans des endroits très très humides, hein. Souvent quand il y a une source par exemple, ils aiment bien quand l'eau coule quasiment toute l'année, donc au bord de ruisseaux, ou alors dans des endroits très très humides. Et donc bon, elles ne sont pas répandues partout ces hépatiques, et puis le champignon il ne vient pas non plus systématiquement quand il y a une hépatique. Et donc ce petit champignon s'appelle l'Aurelia marchantiae. Alors il s'était appelé Omphalina évidemment, fut un temps, il est passé en Geronema, et maintenant récemment il a été mis dans le genre de l'Aurelia marchantiae. Alors j'avoue qu'il y a une autre espèce qui s'appelle l'Aurelia posti. J'ai essayé de trouver des différences entre les deux espèces, et honnêtement je n'y suis pas arrivé. Je suis allé plutôt, je suis remonté dans la littérature en cherchant des auteurs vraiment connus et sérieux, des gens comme Clémenceau qui ont travaillé sur ce genre-là. Et finalement, je suis incapable de dire si ce champignon-là est marchanti ou posti, parce que les descriptions, qu'elles soient micro ou macro, font que, eh bien, on ne peut pas se faire une idée. Certains vont dire qu'une espèce a la marge un petit peu striée. Dans un autre ouvrage, on va trouver que c'est l'autre espèce. Il y a un caractère important au microscope qui serait qu'une espèce aurait un pigment incrustant,
Sauf que j'ai trouvé un autre auteur sérieux qui disait que c'est l'autre espèce qui a un pigment incrustant. Donc voilà, il y a deux lauréats. Alors celle-ci, Marcantier, elle est donnée pour pousser à tous les coups sur des Marcantia. Par contre, l'autre, elle peut pousser aussi sur hépatite, mais Posty, on peut la trouver soi-disant sur terrain brûlé ou alors sur mousse simplement. Donc voilà, donc, je ne sais pas si il y a réellement deux espèces. Certains auteurs un peu sérieux ont tendance à dire que ce serait peut-être une forme écologique. Voilà, en tout cas, c'est une belle espèce, pas commune, qu'on nous avait donc apportée au mycologiat de Belém. Bon, ici, retour chez moi, enfin du moins pas loin de chez moi, où j'étais dans un étang asséché en fait. Il avait tellement plu en 2025 qu'il n'y avait plus d'eau dans cet étang. C'est la première année que je le voyais à sec. Et donc vous voyez, la terre était toute crevassée ici. Et donc bon, de temps en temps quand même on s'enfonçait un peu, la terre était un petit peu boueuse quand même. Et puis j'ai trouvé ce petit champignon qui poussait en quantité. Alors bon, on voit des lames qui sont recrassées, donc on peut hésiter entre soit des galères, galérina, ou alors des conocibes. Alors, bon, quand la marge est très très striée, comme ça, on pense plutôt à des galères. Mais en fait, ici, non, c'est un conocibe et plutôt une foliotina. Alors, j'avais trouvé ce champignon-là il y a pas mal d'années, et on n'avait pas la monographie de Hopnesch sur les conocibes, qui est sortie il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. Mais quand j'avais trouvé ce champignon, avec les documents mycologiques de Marcel Bon, on arrivait à Galerella plicatella. Et puis, eh bien, la biologie moléculaire nous a fait savoir que Galerella n'était pas un genre européen, qu'on ne trouvait pas de Galerella en Europe. Donc ici, voici la microscopie qui est un petit peu banale. Hein. On a des spores recrassés, donc avec un pore germinatif. Et puis des cystides. Donc on est dans la famille des conocibes, hein. C'est pas une galère, c'est un conocibe, mais plus exactement une foliotina. Donc ici sur l'arête, les conocibes, vous savez, ont des cystides en quilles, hein, vraiment comme des petites quilles de bowling. Et ici on a des cystides un petit peu géliformes, en bouteille et tout. Donc on est dans le genre Foliotina, et maintenant cette espèce, donc, elle a été nommée Foliotina sulcata. Donc sulcata, ça veut dire, oui, striée, la marge striée, là, elle est abondamment, et on peut voir qu'ici, l'épaisseur, il n'y a pas de chair quasiment, hein, la cuticule, elle est toute fine, et donc, bon, c'est pas un gros champignon, hein, il fait 1 cm de diamètre, à peu près de chapeau. Ici, un champignon que j'ai trouvé donc, à côté de chez moi, dans la forêt de Sénart. Hein. Et donc ici, c'est un vieux bouleau que je connaissais depuis longtemps et qui est tombé depuis 3-4 ans environ. Et donc il commence à être bien dégradé. Ici, on voit que c'est quasiment de la sciure, hein, c'est un humus très, très, très fin en fait. Donc ce champignon est in situ, là, hein, il est vraiment sur son biotope. Évidemment, les deux de gauche ont été un petit peu déplacé pour la photo. Alors sur le coup, je me suis dit, on voit, vu la coloration des lamelles, là on doit être dans le groupe des Psathyrella, et je pensais à Psathyrella populea, qui pousse sur peuplier, qui s'appelle aussi sylvestris. Hein. Mais les squames de sylvestris sont apprimés, c'est-à-dire aplatis sur le chapeau, et plutôt triangulaires. Et ici, ce qui m'avait surpris, ce sont ces petites pointes très très pointues, qu'on voit principalement au disque. Donc, eh bien, je me suis dit, on va faire la microscopie et puis on verra bien. Et alors, en faisant les microscopies, donc là, on a une arête, on voit à gauche là, les basides. Ici, c'est une cystide, hein, les cystides qui sont un peu clavées, donc plus ou moins subglobuleuses. Et puis alors des spores qui sont absolument bizarres. Hein, on les voit ici un peu triangulaires. Ici, elles sont tronquées, ici un peu phaséliformes, on dit un petit peu en forme de haricot, et ces spores qui ne ressemblent pas vraiment à des belles spores de Psathyrella comme on le connaît. Et donc, sur le chapeau, eh bien, les petites squames qu'on a vues, ou sur le pied, eh bien, ressemblent à ça, hein, des petits boudins, et donc avec un élément terminal très très clavé, là. Et donc, eh bien, ce groupe de champignons, de par ses spores et de par
ces spores, j'ai dit, et le port qui est particulier avec ces squames bizarres. On est dans le groupe maintenant, dans le genre Cystoagaricus, et celle-ci s'appelle Hirtosquamulosus. Donc c'est une espèce qui n'est pas très courante, et donc je vous parlais de Psathyrella populnea, a été versée aussi dans ce groupe des Cystoagaricus, de par aussi les spores, elle a les mêmes spores un petit peu, j'allais dire, mal foutus, qu'on peut trouver dans ce genre-là. Bon, ici, pour faire plaisir à François, peut-être, mais... non. Donc j'avais trouvé ce champignon qui avait des couleurs absolument... bon, la photo ne rend pas tout à fait les couleurs qui étaient vraiment très, très lumineuses sur le terrain, donc des couleurs orangées, rouille. Alors on voit des petites aspérités sur ce champignon qu'on pensait à une tomentella sur le terrain. Et donc, évidemment, il faut faire la microscopie de ces champignons. Et donc, on voit des spores qui sont absolument... enfin, qui font 8, 9, après 10 de diamètre, mais surtout ces épines. Alors, j'ai grandi évidemment la photo pour le plaisir, de voir des épines qui font 3 microns et demi long. Hein. C'est assez remarquable. Donc, bon, cette spore donc, est, je dirais pas unique, mais un peu particulière par la longueur des épines ici. Donc cette tomentelle, en fait, s'appelle Tomentella bryophylla. Alors c'est pas vraiment une rareté, hein, c'est un champignon qu'on trouve assez facilement en retournant les morceaux de bois. Alors c'est un petit champignon que j'ai trouvé en allant au congrès de la SMF à Piriac. Et sur la route, à peu près à 20 km, 25 km de Piriac, je m'étais arrêté dans une réserve qui s'appelle la réserve naturelle de la Brière. Alors, cette Brière est relativement marécageuse, on y trouve pas mal d'étangs, et puis, bon, là, un peu grâce à la sécheresse, j'ai réussi à aller me balader dans un endroit, enfin une saulée en fait, une saulée qui était exondée. C'est-à-dire que normalement, je pense qu'en temps normal, j'aurais pas pu y aller, même avec des bottes, et là, bah, il y avait plus d'eau. Donc il y avait uniquement des saules, donc c'était un terrain qui n'avait pas été touché, hein, ça n'intéresse pas les forestiers, donc ces saules qui étaient vraiment nombreux et dont on voyait que certains étaient très très vieux. Et donc il y avait ce qu'on appelle des touradons, donc dans les tourbières on a des touradons, vous savez c'est ces pains de sucre qu'on peut voir qui font 50-60 cm de hauteur. Et sur ces touradons qui étaient donc secs, hein, puisqu'il n'y avait plus d'eau, eh bien on trouvait 1, 2 ou 3 petits spécimens de ces champignons mycénoïdes. Et puis il y en avait d'autres aussi qui étaient à la base des saules qui étaient moussus. Donc. Et je me suis dit, bon ben, cette petite mycène, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais comme notre président, Hervé Cochard, qui s'est spécialisé dans les mycènes, était à notre session, je vais lui amener ça, il pourra s'amuser un peu. Donc en arrivant, je donne mes mycènes à Hervé, qui les passe au microscope, et au bout d'un moment, il me dit, mais ça ne doit pas être des mycènes, ton truc là. Ce ne sont pas des mycènes. Ah bon, d'accord. Ah ben si ce ne sont pas des mycènes, alors... Alors effectivement, on peut voir là, sur le pied, il y a des petits éléments concolores, hein, des petites squames, mais qui sont très peu visibles. Et donc en faisant la microscopie, eh bien, on a dit non, c'est pas une mycène, c'est un hydropus. Alors bon, entre les mycènes et les hydropus, c'est pas facile, mais ici sur la cuticule, on voit des piléocystides, c'est-à-dire des éléments un petit peu en forme de bouteille avec des cols assez allongés. Donc ceci, ça n'existe pas par exemple sur les mycènes. Sur les mycènes, sur les cuticules, on trouve des petits diverticules, mais pas des grosses cystides, pas de piléocystides. Et donc, en fait, on est dans le groupe des hydropus. Et cet hydropus, donc, alors j'ai mis Confer moserianus parce que, d'après la littérature, donc, il y a très peu de récoltes de ce champignon. Jacques Guimberteau l'avait trouvé en Gironde dans 2 endroits différents et il le décrit sur Touradon ensolé exondé. C'est exactement là que je l'ai trouvé. Et puis notre ami Patrice Tanchot aussi l'a trouvé aussi par chez lui, toujours dans ce même biotope. Par contre, ce Moserianus est décrit, donc il a été décrit par Bass en Hollande,
il y a je sais pas, 15, 20 ans, et il n'y avait pas d'autres récoltes à l'époque, mais il est décrit avec des lames décurrentes. Et là, franchement, les lames, on ne les trouve pas très très décurrentes. La couleur va bien, le diamètre du chapeau, 1 cm, 1 cm et demi, convient aussi. Par contre, au niveau du microscope, on a trouvé quand même des cystites qui n'étaient pas tout à fait ressemblantes. Ici, les cystites sont donnés avec un col très fin et très allongé. On n'a pas vu ça exactement partout. Donc, on l'a mis en biologie moléculaire, on n'a pas encore les résultats. Bon, il se peut très bien que ça soit un Moserianus avec, bon, il poussait comme ça, il a peut-être eu chaud, je ne sais quoi. Mais c'est pour ça que j'ai mis confère. Bon, si c'est pas lui, ben, oui, ça risque d'être une espèce nouvelle. Ah, ici, on était en retour de l'île de Noirmoutier, donc toujours au congrès de la SMF. Donc on revient par le pont de Noirmoutier et puis on s'arrête, on trouve un petit endroit sympathique, là, donc on était quelques voitures à se suivre, et donc on s'arrête, ça s'appelle la Barre des Monts, là. Et donc on s'arrête et tout de suite on trouve beaucoup de champignons, donc on ramasse, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inocides dans le sable, et puis au moment de repartir, Annette Jacquet nous dit, elle dit, venez voir, j'ai trouvé quelque chose de très joli. On lui dit, oui, mais il faut qu'on rentre, on a du microscope à faire, on n'a pas le temps et tout, mais venez voir. Et puis finalement, on y va, évidemment. Ça valait quand même le coup de voir ce petit champignon, dont vous avez peut-être une idée de l'identification, non? On est dans les Clavariacées, et donc sur le terrain, on a pensé à Claveria zollingeri. Sauf qu'en rentrant, je dis à Guillaume, tiens, tu veux pas faire une belle photo d'un champignon? Et puis on dit, on va quand même le regarder au microscope. Et en regardant au microscope, eh bien, on a trouvé des spores qui étaient ponctués. Donc les Clavaria ont des spores lisses, et les spores ponctuées nous amènent dans le genre Rhamariopsis. Et donc dans le genre Rhamariopsis, eh bien, avec des couleurs comme ça, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Il y a une espèce qui s'appelle Rhamariopsis pulchella, donc avec des spores qui sont un peu plus petites que zollingeri, donc ça convenait tout à fait pour Rhamariopsis pulchella. Souvent les Rhamariopsis sont quand même pas des rameaux très très nombreux comme ça, on va trouver un ou deux rameaux comme ça, mais on n'est pas habitué à voir des tas comme ça, on a l'impression d'être en présence d'une grosse ramère presque. Et donc on était assez étonné de tomber sur pulchella, donc comme quoi la vérification en microscope l'a s'imposé. Entre parenthèses, zollingeri, c'est plus un nom qu'il faut utiliser en Europe. Apparemment, zollingeri ne serait pas une espèce européenne. Et donc l'espèce qu'on trouve, qu'on appelle ici zollingeri, il faudrait l'appeler améthystina maintenant. Ici, bien, on était sur le bord de la mer, toujours au congrès de la SMF. Et donc on avait trouvé cette russule en assez grand nombre, ma foi, donc qu'on avait goûté, elle était douce, on a des lames jaunes, une sporée jaune ici, on n'est pas au jaune maximum, hein, on est au jaune, on est à peu près à 4B, hein, d'après le code de Romagnésie, donc on n'est pas au maximum. Et puis donc je l'ai senti, je me suis dit, oh là là, elle est très odorante, on est dans le groupe des odoratinés. Alors bon, nous ici en plaine, on connaît assez bien Russula odorata, elle en avait tout à fait l'odeur, mais donc ce qu'il fallait remarquer, c'est cette couleur assez stable dans les roses, roses rougeâtres, et puis surtout ce disque noir. Et ça m'a fait, bon, cette Russula, je n'avais jamais rencontrée, mais sur le terrain, je me suis dit, ça doit être Russula, pas odorata, évidemment, parce que cette Russula, j'avais évidemment... sans l'avoir trouvée, je l'avais beaucoup étudiée et vue dans les ouvrages qui la donnent, en particulier les ouvrages italiens, puisque c'est une Russule qui pousse sous les chênes verts et qui a été décrite par Sanari donc en Italie. Donc c'est une Paradorata, donc apparemment elle n'avait pas trop été trouvée dans la région. Et donc on a trouvé aussi une autre Russule qui s'appelle Prinophila, qui pousse aussi sous les chênes verts et qui peut être aussi... qu'on peut retrouver, c'est peut-être facilement, parce que là, les conditions n'étaient pas très, très bonnes, elles étaient très très sec. Alors au microscope, évidemment, en rentrant, j'ai fait la microscopie de cette russule, donc la spore est à peu près pareil que la spore d'odorata, c'est une spore avec des épines qui sont un petit peu reliées, et ce qui est intéressant, c'est la cuticule.
Odorata a ce qu'on appelle des dermatocystites, c'est-à-dire des cystites de la cuticule qui sont très cloisonnés, alors qu'ici, la première cystite que j'ai vue était unicellulaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cloison à l'intérieur. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, et puis après en cherchant, j'ai trouvé un peu de cloisons, une ou deux cloisons, alors que dans Odorata, il y a 3, 4, 5 cloisons parfois. Et donc on a pris le bouquin de Sarnari pour comparer, et c'était tout à fait ça. Sarnari, dans la description d'un cuticule, dit que généralement, la plupart des dermatocystites sont unicellulaires, et donc c'était bien, donc la micro et la macro correspondent tout à fait à Odorata. Donc ici, vous reconnaissez un cilius sans doute, donc on est en bord de mer, là, donc sous les pins. Et donc ce cilius, là-bas, tout le monde l'appelait plus ou moins granulatus, sauf que le granulatus, qu'on connaît bien, a des couleurs un peu plus jaunes, orangées, hein. Ici on est plutôt dans les brunâtres. Et puis en regardant de plus près, je dis, mais vous avez vu que là, ici, on a du mycélium rose. Donc, si on dit mycélium rose, tout le monde dit Sulius collinitus. Sauf que collinitus, eh bien, il a sur le chapeau des fibrilles innées là, qui sont radiales tout le long, comme ça, tout le long, qui sont, je veux dire, sur toute la surface du chapeau, alors qu'ici, bon, les couleurs ne sont pas trop mal pour collinitus, mais ici, on n'a pas du tout de fibrilles. Et puis, ce champignon poussait à côté des Bellini. Bellini, on le connaît assez bien sur le bord de la mer. C'est un champignon qui pousse tout blanc au départ, et puis après qui va brunir, qui va être brun, mais qui va laisser sur le bord tout le temps une petite marginelle blanchâtre sur le pourtour. Donc ici, ce n'était pas le cas. Donc on se retrouve entre un Bellini, entre un granulatus et un collinitus. Rien ne convient. On a une chair ici qui est blanchâtre, mais qui va jaunir chez les champignons plus âgés. La chair est franchement jaunissante. Et donc ce cilius s'appelle Cilius méditerranéensis. Alors évidemment, les gens là-bas m'ont dit, on est étonné de trouver ça ici. Pourtant, ce méditerranéensis, évidemment, a été décrit sur la Méditerranée par mon ami, qui s'appelait Émile Jactan, que j'ai bien connu à Perpignan. Et donc il avait appelé, lui, Boletus, à l'époque, Granulatus, variété méditerranéensis. Il l'avait appelé comme ça, ce qui était quand même pas mal comme idée. Et puis avec Redeuil, on allait aux journées à Marseille, les journées phocéennes, où on trouvait beaucoup de ces Sulius. Je me rappelle qu'avec Guy Redeuil, on en avait coupé des dizaines pour essayer d'y comprendre quelque chose, parce qu'il y avait cette histoire de chair qui nous... Dans Bellini, on a une chair qui est blanchâtre, mais les vieux Bellini ressemblent à ça, avec la chair qui jaunit un peu. Et donc, pour ceux qui ont connu Guy Redeuil, qui était très spécialiste des bolets au niveau européen, et puis qui prenait son temps avant d'identifier ou d'écrire une espèce. Et c'est Guy Redeuil, finalement, qui l'a élevé qui a donné le nom de Sulius méditerranéensis. Donc s'il faut le nommer, ce Sulius s'appelle Sulius méditerranéensis, entre parenthèses Jactan et Redeuil, puisque c'est Redeuil qui l'a mis en Sulius. Donc là, retour à la maison, là, je retrouvais au fond de mon jardin un petit champignon dont le chapeau faisait entre 0,5 et 0,8 mm de diamètre. Et puis des lames qui étaient bien blanches, alors j'avais des araignées qui poussaient à côté, je me suis dit, mais celui-ci est bizarre. Donc, eh bien, je l'ai ramené à la maison, j'ai fait la microscopie, et je me suis aperçu que c'était un antholome, en fait. Donc, on voit, ici, c'est une arête, donc on voit ici des basides, il n'y a pas du tout de cystides. On a des spores qui sont presque globuleuses, certaines sont un peu plus allongées, avec un coefficient de longueur-largeur égal à 1,2. Et ce champignon, en fait, c'est Antholoma graphitipes. Alors, au début de l'année, j'avais trouvé Graphitipes formacystidiatum. Et ici, celui-ci, après avoir étudié 2 ou 3 lamelles, je n'ai trouvé aucune cystide.
Donc c'est vraiment Entolemma graphitipes. Alors ce graphitipes a été décrit il y a une vingtaine d'années par Ludwig, dans ses gros bouquins là, magnifiques du reste. Et donc celui que j'avais trouvé au mois de janvier, que j'ai appelé Forma cystidiatum, a été décrit par nos amis espagnols, donc avec des cystides complètement différents de celui-ci. Donc on aurait pu penser, ils auraient pu en faire une espèce complètement à part. Sauf qu'à la biologie moléculaire, eh bien, il y a plusieurs récoltes de graphitipes et plusieurs récoltes de la forme cystidiatum, et ces récoltes différentes tombent complètement en mélange, ce qui veut dire qu'on ne sait pas différencier les deux espèces. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux espèces, il y a une seule espèce, et donc c'est vraiment une forme cystidiatum de cette espèce-là. Et donc je trouve les deux espèces dans mon jardin sur 1 mètre carré, quoi, à quelques jours de différence. Alors ici, oui, on est au mois de décembre, et puis on retourne des morceaux de bois, et donc j'avais trouvé ce champignon intéressant, par ses belles couleurs d'abord, et puis je me suis dit, je vais l'emmener à la SMF, parce que je pense qu'il va faire plaisir à tous ceux qui font du microscope à la SMF, et donc on va regarder les spores de ce champignon, et les spores sont bleus. Alors ici, il n'y a pas de colorant, on est dans l'eau, hein. Et donc le champignon, vous voyez, il y a des spores qui font 5 ou 6, peut-être 7 microns de diamètre, avec des épines qui ne sont pas très très longues. Et donc on est dans le groupe des tomentelles. Et les tomentella à spores bleus s'appellent des amorodons maintenant. Donc celui-ci s'appelle Amorodon viridis. Alors disons que par le monde des amorodons, il y a peut-être une douzaine d'espèces, mais chez nous, on peut en trouver 3 espèces. Hein. Il y en a une qui s'appelle Atrocyanea, et puis l'autre qui s'appelle Cyanea. Mais cet Amorodon viridis est quand même la plus commune. Hein. Ce n'est pas une espèce qui est très très rare, mais enfin, bon, c'est pas souvent qu'on peut trouver des spores bleus dans les champignons. Voilà, bien l'année se termine, et puis ma projection aussi. Donc je vous remercie.